Quand Élodie m'a supplié de présenter des excuses à son meilleur ami, j'ai simplement répondu oui. Elle croyait que j'allais baisser les yeux et sauver les apparences, mais le lendemain, je suis arrivé chez lui avec un dossier sous le bras. Sa femme était dans le salon, j'ai posé les preuves sur la table, et en quelques minutes, 2 mariages ont commencé à mourir. Je m'appelle Laurent Marceau, j'ai 46 ans, je vis près de Nantes, dans une maison tranquille, au bord de la Sèvre. Pendant longtemps, j'ai cru avoir une vie solide. Pas parfaite, mais solide. Un travail sérieux, 2 enfants, une épouse que je pensais connaître. Je dirigeais une petite équipe dans une entreprise de cybersécurité médicale. Mon métier était simple à expliquer. Protéger les données des hôpitaux, empêcher les intrusions, réparer les dégâts avant que quelqu'un ne les voie. Ironique quand j'y repense. J'étais capable de détecter une attaque informatique en quelques secondes. Mais je n'avais pas vu celle qui détruisait ma propre maison. Ma femme s'appelait Élodie. Elle avait 43 ans, belle, vive, élégante. Elle savait entrer dans une pièce et faire croire à tout le monde que la lumière venait d'elle. Nous avions 2 enfants, Nolan, 16 ans, et Manon, 14 ans. Ils étaient à ma fierté. Ma raison de tenir debout dans les longues semaines. Mon refuge quand le monde devenait trop lourd. Tout a vraiment commencé un jeudi soir. Je rentrais tard. La journée avait été interminable. Un hôpital de Rennes avait subi une tentative de piratage. J'avais sauté le déjeuner, j'avais parlé pendant des heures au téléphone. J'avais encore le goût du café froid dans la bouche. Quand j'ai poussé la porte, Élodie était dans la cuisine. Elle ne préparait rien. Elle ne lisait pas, elle m'attendait. Bras croisés, regard dur. Cette expression que je connaissais trop bien. Celle qui disait que le procès avait déjà eu lieu et que j'étais condamné. Elle a parlé avant même que je pose mon sac. Il faut qu'on discute. J'ai retiré ma veste. De quoi? Elle a inspiré lentement. De Gabriel. Gabriel Lenoir, son meilleur ami. Enfin, c'est comme ça qu'elle le présentait. Il était marié à Claire. Il travaillait dans l'immobilier de prestige entre La Baule et Nantes. Souriant, toujours bien habillé, toujours trop proche. Depuis des mois, je sentais quelque chose. Pas une preuve. Pas encore. Juste une odeur de mensonge dans l'air. Un rire coupé trop vite, un message effacé, une main posée trop bas dans le dos de ma femme. Le samedi précédent, nous étions à un déjeuner chez des amis. Gabriel avait serré Élodie dans ses bras. Longtemps, trop longtemps. Sa main était restée sur sa taille comme si elle lui appartenait. Je l'avais pris à part, sans hausser la voix, sans faire de scène. Je lui avais simplement dit de respecter certaines limites. Il avait souri, un sourire calme, presque moqueur. Et maintenant, Élodie se tenait devant moi comme si j'avais commis une faute grave. Tu l'as humiliée, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux vers elle. Je lui ai demandé de ne pas toucher ma femme comme ça. Elle a laissé échapper un rire sec. Tu entends comme tu parles? Ma femme, comme si j'étais un objet. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu es jaloux et tu deviens injuste. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je la regardais, ses joues étaient rouges, ses mains tremblaient un peu. Mais ce n'était pas de la colère, c'était de la peur. Gabriel est blessé, a-t-elle repris. Claire a senti le malaise. Tout le monde l'a senti, tu dois réparer ça. Réparer quoi? Elle a serré la mâchoire. Tu dois aller lui présenter des excuses. Le silence est tombé dans la cuisine. On entendait seulement le vieux réfrigérateur vibrer doucement. J'ai posé mon verre d'eau sur le plan de travail. Lentement, très lentement. Tu veux que je m'excuse auprès de lui? Oui. Parce que j'ai défendu notre couple? Elle a fermé les yeux, comme si elle parlait à un enfant. Non, Laurent, parce que tu as insulté une amitié importante pour moi. Une amitié importante, pas notre mariage, pas mes limites, pas mon intuition, son amitié avec lui. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Pas une explosion, pas une crise. Plutôt un verrou qui se ferme. J'ai compris que si je m'énervais, elle gagnerait. Elle pourrait dire que j'étais instable, possessif, paranoïaque. Alors j'ai fait exactement l'inverse. J'ai hoché la tête. D'accord, elle a cligné des yeux. D'accord. Oui, je vais lui parler. Son visage s'est adouci immédiatement, trop vite, comme si elle venait de réussir une manœuvre. Elle s'est approchée et a posé une main sur mon bras. Merci, je savais que tu finirais par comprendre. J'ai regardé sa main, puis son visage. Je vais clarifier les choses avec Gabriel. Elle a souri, ce sourire que j'avais aimé pendant 19 ans. Mais ce soir-là, il avait un goût différent. Il ne disait pas amour, il disait victoire. Elle est montée se coucher peu après. Moi, je suis resté dans la cuisine, dans le noir. Le verre toujours devant moi, je pensais à toutes les petites scènes que j'avais rangées dans un coin de ma tête, les sorties qui duraient plus longtemps que prévu, les réunions du soir, les appels dans le jardin, les nouveaux sous-vêtements qu'elle disait avoir achetés pour elle-même. Son téléphone retournait sur la table, son parfum changeait sans raison.
Vers le milieu de la nuit, je suis monté. Élodie dormait, son téléphone était sur la table de nuit, l'écran s'est allumé, un message venait d'arriver, puis un autre, puis encore un. Le nom de Gabriel est apparu. Je n'ai pas touché tout de suite. J'ai attendu. Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient calmes. Enfin, j'ai pris le téléphone. Aucun code. Ou plutôt, plus de codes. Le premier message disait « Il a accepté ». Le deuxième « Tu crois qu'il va vraiment venir ?» Le troisième « Non, tu me manques. Je déteste devoir faire semblant. Je suis resté immobile. Pas parce que j'étais surpris, parce qu'une partie de moi venait de recevoir la confirmation qu'elle attendait depuis longtemps. J'ai ouvert la conversation, je n'ai pas trouvé de phrase brutale, pas tout de suite. Mais j'ai trouvé pire. Des habitudes, des mots doux cachés dans des plaisanteries, des souvenirs que je ne connaissais pas, des messages envoyés pendant mes déplacements, des photos supprimées, mais encore visibles dans les sauvegardes. J'ai tout photographié avec mon téléphone, sans trembler. Puis, j'ai cherché plus loin. Dans les albums partagés, dans les courriels, dans les réservations, une image m'a arrêté. Élodie dans une chambre d'hôtel à Bordeaux, un verre à la main, rideau beige derrière elle. La lumière douce d'un soir d'été, la légende disait « Parfois, il faut se sentir vivante ». À cette date, elle m'avait dit qu'elle dormait chez sa cousine malade. Le même week-end, Gabriel avait publié une photo au bord de la Garonne. Seul, disait-il. Mais dans la vitre derrière lui, on voyait une silhouette de femme. Une robe bleue, la même que celle d'Élodie. J'ai envoyé les preuves sur une adresse que personne ne connaissait, puis j'ai remis le téléphone exactement à sa place. Je me suis couché à côté d'elle. Elle a bougé dans son sommeil, elle a murmuré mon prénom, comme si rien n'existait, comme si elle ne m'avait pas trahi, comme si, le lendemain, je devais encore jouer le rôle du mari raisonnable. Je n'ai pas fermé l'œil. À l'aube, je savais déjà ce que j'allais faire. Je n'allais pas crier, je n'allais pas supplier, je n'allais pas demander pourquoi, pas encore. J'allais accepter ses règles. J'allais présenter des excuses à Gabriel, mais pas celles qu'il attendait. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'Élodie parte. Elle est descendue vers 8 heures. Coiffée, parfumée, trop légère pour une femme qui venait de défendre un autre homme contre son mari. Elle s'est servi un café. Puis, elle m'a regardé avec douceur, une douceur fabriquée. « Tu penses à m'appeler Gabriel aujourd'hui ?» J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Oui, son visage s'est ouvert. « Merci Laurent, vraiment, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Je veux faire les choses correctement. » Elle s'est approchée, elle m'a embrassé sur la joue, un baiser rapide, presque professionnel. « C'est important pour moi, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu, elle a pris son sac, puis elle est sortie. J'ai attendu que sa voiture quitte l'allée. Ensuite, je suis monté dans notre bureau. Son ordinateur portable était posé sur la petite table blanche, comme toujours, ouvert, sans verrouillage. Élodie disait souvent qu'elle n'avait rien à cacher, c'était peut-être la phrase la plus fausse de toute notre vie. J'ai ouvert sa messagerie, au début, rien, des factures. Des confirmations de livraison, des échanges avec son agence de communication. Puis, j'ai trouvé un dossier nommé « Déplacement ». Simple, trop simple. À l'intérieur, il y avait des réservations d'hôtels. Certaines étaient au nom d'Élodie, d'autres au nom de Gabriel. Mais l'adresse électronique de confirmation était toujours la même. Une adresse secondaire que je ne connaissais pas, Bordeaux, Saint-Malo, Annecy, des villes où elle n'était jamais censée être allée avec lui. Chaque réservation indiquait une chambre pour 2 personnes. Grand lit, arrivée tardive, petit déjeuner inclus, j'ai photographié chaque courriel, puis j'ai cherché dans les documents sauvegardés. Un dossier ancien portait le nom banal de photo à trier. Dedans, il y avait un fichier texte, note personnelle, je l'ai ouvert. Et j'ai compris que je ne lisais pas seulement une trace d'adultère. Je lisais une confession écrite par une femme qui n'avait jamais imaginé être découverte. Elle racontait leur première nuit, un séminaire à Angers, un dîner trop arrosé, une phrase de Gabriel, puis une chambre. Elle écrivait qu'elle ne s'était pas sentie coupable tout de suite. Elle écrivait qu'elle avait eu l'impression de redevenir jeune, libre, désirée. Puis une autre ligne m'a frappé plus fort que les autres. Elle disait que je ne remarquerais rien, que j'étais trop occupé, trop confiant, trop gentil. Je suis resté devant l'écran pendant un long moment, le mot gentil me brûlait, pas parce qu'il était faux, mais parce qu'elle l'avait transformé en faiblesse. Dans une autre note, elle parlait d'argent, elle disait que Gabriel avait des soucis, que sa société traversait une mauvaise période, qu'il ne fallait pas le laisser tomber. Alors elle avait commencé à retirer de petites sommes de notre compte commun, un peu ici, un peu là, toujours assez peu pour que je ne remarque rien, mais assez souvent pour que la trahison prenne une forme plus sale. Ce n'était plus seulement son corps, ce n'était plus seulement son cœur, elle avait aussi utilisé l'argent de notre famille,
l'argent destiné aux études de Nolan et Manon, l'argent destiné aux urgences, l'argent que nous avions construit à deux, enfin, que je croyais construit à deux. J'ai fermé les yeux, je n'étais plus triste, la tristesse viendrait plus tard. Là, il n'y avait qu'une précision froide, une lucidité presque douloureuse. Je savais que je devais rester calme. Je savais aussi que je devais protéger les enfants avant tout. À midi, j'ai appelé Gabriel. Il a répondu avec cette voix légère, cette voix d'homme persuadé que le monde finit toujours par s'arranger autour de lui. Laurent, Élodie m'a dit que tu voulais parler. Oui. Écoute, pour l'autre jour, je ne veux pas créer de conflit. J'ai presque souri. Moi non plus. Je voudrais passer chez toi demain après-midi. Un silence, court, mais réel. Chez moi? Oui, avec Claire présente, je pense que ce sera mieux. Il a hésité. Je l'ai entendu bouger, peut-être qu'il cherchait une excuse. Peut-être qu'il imaginait déjà ce que je savais. D'accord, a-t-il fini par dire. Claire sera là, vers 15 heures. Parfait, j'ai raccroché. Puis je suis resté assis dans le bureau, devant la fenêtre. Le jardin était calme. Les hortensias bougeaient doucement sous le vent, tout semblait normal. C'est ce qui rendait la scène presque insupportable. Une maison peut avoir l'air paisible pendant qu'elle s'effondre de l'intérieur. Dans l'après-midi, Manon est rentrée plus tôt du collège. Elle a posé son sac dans l'entrée, puis elle m'a trouvé dans la cuisine. Papa? Sa voix était prudente. Trop prudente pour une enfant de 14 ans. Oui, ma puce? Elle s'est appuyée contre la porte. Tu t'es disputé avec maman? Je n'ai pas répondu tout de suite, je ne voulais pas mentir, mais je ne voulais pas non plus lui déposer un monde trop lourd dans les bras. On traverse quelque chose de difficile. Elle a baissé les yeux, et j'ai compris. Elle savait déjà, pas tout, mais assez. Tu peux me parler, Manon. Elle a frotté ses doigts contre sa manche. Une fois, je suis rentré plus tôt de chez Louise. Maman ne savait pas que j'étais là. Mon ventre s'est serré. Continue. Il y avait Gabriel dans la cuisine. Elle a avalé sa salive. Ils étaient très proches, pas comme des amis. Quand ils m'ont vu, ils ont reculé d'un coup, je suis resté immobile. Ta mère t'a dit quelque chose? Manon a hoché la tête, ses yeux brillaient. Elle m'a demandé de ne rien te dire. Elle a dit que tu comprendrais mal. Elle a dit que je pouvais casser la famille si je parlais. Cette phrase m'a transpercé. Pas à cause d'Élodie, à cause de Manon. Elle avait porté ça seule, pendant des semaines. Une enfant avait gardé le secret d'une adulte, parce que sa mère lui avait mis la peur dans les mains. Je me suis approché d'elle, doucement. Écoute-moi bien, tu n'as rien cassé, rien. Les adultes sont responsables de leurs choix, pas les enfants. Elle a commencé à pleurer. Alors je l'ai prise dans mes bras, elle tremblait. Je sentais sa peine contre moi. Et à cet instant, quelque chose en moi est devenu définitif. Je pouvais pardonner beaucoup de choses. La lâcheté, la faiblesse, même le mensonge. Mais pas ça. Pas le fait d'avoir utilisé notre fille comme bouclier. Plus tard, quand Manon est montée dans sa chambre, je suis allé dans le dressing. Elle m'avait dit autre chose, à voix basse. Maman cache parfois des paquets derrière les manteaux. J'ai poussé les vestes d'hiver. Au fond, il y avait 2 boîtes. Dans la première, des chemises d'homme, pas à ma taille. Dans la deuxième, un parfum masculin, une montre, une ceinture en cuir, tout était neuf, tout était cher, tout semblait choisi avec soin. Puis j'ai trouvé une enveloppe médicale. Je ne voulais pas l'ouvrir, mais je l'ai ouverte. C'était un compte rendu de clinique, une intervention discrète. Une grossesse interrompue, 8 mois plus tôt. Mon souffle s'est bloqué, car 3 ans auparavant, après une longue discussion, j'avais subi une vasectomie. Élodie m'avait accompagné. Elle avait signé les papiers, elle savait. Donc cet enfant n'aurait pas pu être le mien. J'ai photographié le document, puis j'ai tout remis en place, exactement comme avant. Le soir, Élodie est rentrée joyeuse. Elle a parlé de son travail, de la pluie, d'une collègue fatigante. Elle a même plaisanté avec Manon, comme si elle n'avait jamais demandé à notre fils de mentir. Je l'ai observée depuis l'autre côté de la table, et pour la première fois, je n'ai pas vu ma femme. J'ai vu une inconnue qui portait son visage. Demain, j'irai chez Gabriel. Et cette fois, tout le monde écouterait. Le dimanche après-midi, je suis parti seul. J'avais laissé Nolan chez un ami. Manon était dans sa chambre. Je lui avais dit que j'avais une conversation importante à régler. Elle n'avait pas posé de questions. Mais son regard m'avait suivi jusqu'à la porte. Je crois qu'elle savait que quelque chose allait basculer. La maison de Gabriel se trouvait à Vertou. Un quartier calme, des haies taillées, des voitures propres, des façades qui donnent l'impression que les gens heureux vivent derrière les fenêtres. J'ai garé ma voiture devant chez lui. Sur le siège passager, il y avait le dossier, une chemise cartonnée beige. Rien de spectaculaire. Mais à l'intérieur, il y avait assez de vérité pour faire tomber plusieurs vies. Je suis resté quelques secondes immobile. Je n'avais pas peur. C'était plus étrange que ça. J'avais l'impression de quitter une ancienne version de moi-même.
Celle qui expliquait tout, celle qui pardonnait trop vite, celle qui confondait patience et aveuglement. Puis je suis sorti. Gabriel a ouvert avant même que je sonne. Il portait une chemise blanche, sourire parfait, regard un peu trop fixe. Laurent, entre. On va régler ça entre adultes. J'ai serré sa main. Une seconde seulement. C'est exactement pour ça que je suis venu. Claire était dans le salon, assise sur le canapé. Elle tenait une tasse de thé entre ses mains. Elle avait ce visage doux que je lui connaissais, mais ses yeux étaient fatigués, comme si elle aussi vivait depuis longtemps avec des questions sans réponse. Bonjour Laurent, a-t-elle dit. Bonjour Claire. Je me suis assis en face d'eux. Gabriel s'est installé près de sa femme. Il a posé son bras sur le dossier du canapé. Geste tranquille, geste de propriétaire. Élodie m'a dit que tu voulais t'excuser, a-t-il commencé. J'ai posé le dossier sur la table basse. Oui, elle y tenait beaucoup. Il a souri. Écoute, je ne veux pas que cette histoire prenne trop d'importance. On s'apprécie tous. Il y a eu un malentendu. Justement, ai-je répondu, je veux éviter les malentendus. Claire a regardé le dossier, puis moi. De quoi s'agit-il vraiment? J'ai ouvert la chemise. Lentement, je n'ai pas jeté les feuilles. Je les ai posées une par une. Comme on pose des pièces devant un tribunal silencieux, la première était une impression de message. Celui-ci date de jeudi soir. Gabriel écrit à ma femme qu'elle lui manque, qu'il déteste devoir faire semblant. Le sourire de Gabriel a disparu. Pas complètement, mais assez pour que Claire le voie. Laurent, a-t-il dit d'une voix basse, tu ne devrais pas faire ça. Je ne devrais pas? Je me suis tourné vers Claire. Votre mari écrivait à ma femme au milieu de la nuit, pendant que j'étais dans le lit à côté d'elle. Claire a pris la feuille, ses yeux ont parcouru les lignes, ses doigts se sont crispés sur le papier. Gabriel a voulu parler. J'ai levé la main. Attends, tu auras ton moment, j'ai posé une autre feuille. Hôtel à Bordeaux, chambre pour deux, grand lit, petit déjeuner. Élodie m'avait dit qu'elle dormait chez sa cousine malade. Claire a fermé les yeux, une larme a glissé sur sa joue. Tu étais à Bordeaux ce week-end-là, Gabriel. Il n'a rien répondu, son silence était déjà une réponse. J'ai continué. Saint-Malo, Annecy, Angers, toujours les mêmes dates, toujours les mêmes mensonges. Gabriel s'est redressé. Tu as fouillé dans sa vie privée, je l'ai regardé calmement. Non, j'ai fouillé dans les ruines de ma vie, puis j'ai sorti les relevés bancaires. Il y a aussi l'argent, de petites sommes, 200 euros, 300 euros, parfois plus. Retirés de notre compte commun, toujours autour de vos voyages, toujours quand Élodie prétendait sortir avec des amis, Claire a posé sa tasse, elle tremblait. Gabriel, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il a tourné la tête vers elle. Claire, c'est compliqué. Elle a eu un rire brisé. Non, ce n'est jamais compliqué quand il faut mentir. J'aurais presque eu de la peine pour elle. En réalité, j'en avais. Parce qu'elle découvrait en quelques minutes ce que moi, j'avais découvert en plusieurs nuits. La douleur est différente quand elle tombe d'un seul bloc. Je suis allé jusqu'au document que je redoutais le plus. Je l'ai sorti avec précaution, puis je l'ai tendu à Claire. Je suis désolé de vous montrer ça, elle l'a pris, elle a lu. Son visage s'est vidé de toute couleur. Une clinique? Sa voix n'était qu'un souffle. Je me suis tourné vers Gabriel. Il y a 8 mois, Élodie a interrompu une grossesse. Et ton nom figure comme personne à prévenir. Claire a porté une main à sa bouche, Gabriel s'est levé d'un coup. Ça suffit, je suis resté assis. Non, ça commence. Il m'a pointé du doigt. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais. Ma voix était calme, trop calme peut-être. J'ai subi une vasectomie il y a 3 ans. Élodie le savait. Donc cet enfant ne pouvait pas être le mien. Claire s'est levée, elle tenait encore le document. Ses lèvres tremblaient. Pendant que je suivais mon traitement, tu étais avec elle? Un silence lourd est tombé. Je ne savais pas de quel traitement elle parlait. Pas encore. Mais Gabriel, lui, savait. Et son visage l'a trahi. Claire a reculé, comme si elle venait de voir un inconnu à la place de son mari. Ne me touche pas, a-t-elle dit quand il a voulu s'approcher. Il s'est figé. Alors j'ai sorti la dernière feuille, celle que j'avais trouvée le matin même, après un appel à mon conseiller financier. Il y a autre chose. Gabriel a pâli, je l'ai regardé droit dans les yeux. Ta société immobilière a survécu grâce à un investissement privé réalisé il y a plusieurs années. Cet investissement passe par une société familiale que je possède. Tu as construit ton image, tes dîners, tes cadeaux et une partie de ton confort avec mon argent. Claire m'a regardé, stupéfaite. Gabriel a ouvert la bouche, aucun mot n'est sorti. Demain matin, ai-je poursuivi, je demanderai une réunion avec les autres associés. Je recommanderai ton départ immédiat. Avec ces preuves, je ne pense pas que beaucoup de gens voudront défendre ton maintien. Tu veux me détruire, a-t-il murmuré. Je me suis levé. Non,
Tu as fait ça tout seul. J'ai refermé le dossier, mais je n'ai pas repris toutes les copies. J'en ai laissé une partie sur la table, pour Claire. Elle en aurait besoin. Avant de partir, je me suis tourné vers elle. Je suis sincèrement désolé. Elle a hoché la tête sans parler. Ses yeux étaient pleins de larmes. Mais derrière ces larmes, il y avait déjà quelque chose de plus dur. Peut-être le début de sa propre liberté. À cet instant, j'ai pensé aux gens qui regardent cette histoire. Si vous êtes encore là, merci. Votre attention donne une vraie valeur à ce récit. Pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime si cette histoire vous touche. Ce simple geste aide beaucoup notre travail et il nous permet de continuer à raconter ces vies brisées, reconstruites et parfois sauvées par la vérité. Je suis sorti de la maison sans me retourner. Dans l'allée, j'ai entendu une porte claquer à l'étage. Puis la voix de Claire, froide, Claire. Claire qui ne criait pas, Claire qui venait seulement de comprendre. Je suis remonté dans ma voiture, mon téléphone vibrait déjà. Élodie. Je n'ai pas répondu. Puis un message est arrivé. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai regardé l'écran, je n'ai écrit qu'une phrase. Ce que tu m'as demandé, je suis allé présenter mes excuses, puis j'ai démarré. Il était temps de rentrer à la maison, pas pour discuter, pas pour négocier, pour mettre fin au mensonge. Quand je suis rentré, la maison semblait attendre ma décision. La voiture d'Élodie était dans l'allée, les volets du salon étaient ouverts, la lumière de fin d'après-midi tombait sur le carrelage de l'entrée. Tout était familier, et pourtant, rien n'était plus chez moi. J'ai posé les clés dans le petit bol près de la porte. Élodie était dans la cuisine, elle portait un pantalon de yoga et un pull clair. Elle préparait une tisane. Elle s'est retournée avec un sourire presque tendre. Alors? Comment ça s'est passé avec Gabriel? J'ai retiré mon manteau. Très bien, elle a souri davantage. Tu vois, je savais que vous pouviez parler calmement. Oui, nous avons parlé calmement, elle a versé l'eau chaude dans sa tasse, et il a compris que tu étais juste maladroit, je me suis appuyé contre le plan de travail. Je ne sais pas s'il a compris ça. Son sourire affaibli. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai parlé avec lui et avec Claire. La tasse s'est immobilisée dans sa main. Claire était là? Oui, je trouvais ça plus honnête. Son visage a changé. La peur est passée très vite dans ses yeux, puis elle a essayé de la cacher. Pourquoi tu as impliqué Claire? Ça ne la regardait pas. J'ai eu un rire bref, sans joie. Son mari couchait avec ma femme, je crois que ça la regardait un peu. La tasse lui a échappé, elle s'est brisée sur le sol. L'eau brûlante s'est répandue entre nous. Élodie n'a même pas regardé les morceaux. Elle me fixait, la bouche entr'ouverte. Comme si les mots venaient de frapper plus fort que le verre. Laurent, ne commence pas. Ma voix était basse, mais elle l'a arrêté net. J'ai vu les messages, les hôtels, les cadeaux, les retraits d'argent, la clinique. Elle a reculé d'un pas. Tu as fouillé mon téléphone? Tu as détruit notre mariage. Ce n'est pas aussi simple. C'est toujours ce qu'on dit quand on veut cacher une chose sale sous des phrases compliquées. Elle a porté une main à son front. Je voulais te le dire. Non, je me suis redressé. Tu voulais continuer jusqu'à ce que je ne puisse plus rien prouver. Elle a commencé à pleurer, mais ses larmes ne m'ont pas touché. Pas encore. Peut-être parce que je les avais déjà vues? Elle savait pleurer quand elle était prise au piège. Elle savait rendre sa culpabilité fragile. Elle savait faire croire que la douleur était la sienne. J'étais seule, a-t-elle murmuré. Tu vivais avec ton mari et tes enfants. Tu n'étais jamais vraiment là. Cette phrase m'a fait sourire. Lentement, j'étais au travail, pour payer cette maison, pour les études des enfants, pour ta voiture, pour les vacances où tu m'expliquais que tu avais besoin de respirer. Elle a serré ses bras contre elle. Gabriel m'écoutait. Et il t'écoutait dans des chambres d'hôtel? Elle a baissé les yeux. Le silence a répondu à sa place. Je suis allé jusqu'à l'escalier. J'ai déjà contacté une avocate. La demande de divorce part demain. Elle a relevé la tête d'un coup. Tu ne peux pas décider ça seule. Je peux décider de ne plus vivre dans le mensonge. Et les enfants? Sa voix a monté. Pas par amour, par panique. Tu ne vas pas me prendre mes enfants? Je me suis arrêté sur la première marche. Nos enfants savent plus de choses que tu ne crois. Son visage est devenu blanc. Qu'est-ce que tu veux dire? Manon t'a vu avec Gabriel. Elle m'a raconté. Tu lui as demandé de se taire. Tu lui as fait croire qu'elle pouvait casser la famille. Élodie a secoué la tête. Je voulais la protéger. Non, tu voulais te protéger toi. Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Puis Nolan est apparu en haut de l'escalier. Il avait son sac de sport dans la main. Il nous regardait avec cette maturité triste que les enfants ne devraient jamais avoir. Papa, on part? Élodie s'est tournée vers lui. Nolan, mon chéri, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. Il l'a regardé longuement. Je t'ai entendu au téléphone avec lui. Elle a reculé comme si son propre fils venait de la gifler.
Quand? Plusieurs fois. Sa voix tremblait, mais il tenait debout. Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas détruire la famille. J'ai monté les marches et j'ai posé une main sur son épaule. Tu n'as rien détruit. Manon est sortie de sa chambre, un sac à dos contre elle. Ses yeux étaient rouges. Élodie a fait un pas vers elle. Manon, viens ici. Ma fille s'est rapprochée de moi. Ce geste a tout dit. Élodie l'a compris. Elle a porté une main à sa bouche. Vous me punissez tous. Je l'ai regardé. Non, nous arrêtons de porter tes mensonges. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. La maison semblait retenir son souffle, puis Élodie s'est effondrée sur une chaise. Elle pleurait vraiment maintenant. Ou peut-être jouait-elle encore. Je n'avais plus la force de distinguer. J'ai demandé aux enfants de descendre leurs sacs. Nous avons pris quelques vêtements, les papiers importants, les ordinateurs scolaires, le doudou que Manon gardait encore en secret dans son oreiller. Élodie est restée dans la cuisine. Parfois, elle murmurait mon prénom. Parfois, elle appelait Gabriel. Il ne répondait pas. C'était presque cruel. Mais c'était juste. Dans la voiture, Manon s'est assise derrière moi, Nolan à côté d'elle. Personne ne parlait. J'ai démarré. Quand nous avons quitté l'allée, j'ai vu Élodie sur le seuil, petite silhouette dans la lumière du porche. Elle levait la main. Personne dans la voiture ne lui a répondu. Nous avons passé la nuit dans un petit hôtel près de la gare de Nantes. Rien de luxueux. 2 chambres communicantes, des murs beiges, une odeur de lessive froide. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré. Les enfants ont mangé des pâtes livrées dans des boîtes en carton. Manon n'avait pas faim. Nolan essayait de plaisanter pour elle. Je les regardais, et je me suis promis une chose. Le divorce pouvait être laid. Les adultes pouvaient mentir. Les avocats pouvaient écrire des pages entières. Mais mes enfants ne seraient plus jamais utilisés comme témoins silencieux du mensonge. Le lendemain matin, mon avocate, maître Héloïse Garnier, m'a reçu dans son cabinet. Elle avait déjà lu les documents. Elle n'a pas eu besoin de beaucoup parler. Son regard suffisait. Vous avez assez pour demander la garde principale, a-t-elle dit, surtout si votre fille a été poussée à garder le secret. J'ai hoché la tête. Je ne veux pas les monter contre leur mère. Ce n'est pas ce que vous faites. Vous les protégez. Ces mots m'ont aidé plus que je ne l'aurais cru. Dans l'après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Monsieur Marceau? Oui. Je m'appelle Claire Lenoir. Sa voix était cassée, mais ferme. Je voulais vous dire merci, pour la vérité. Je suis resté silencieux. Elle a repris. Et je dois vous dire autre chose. Ce que vous avez découvert n'est pas toute l'histoire. Gabriel et Élodie n'ont pas commencé il y a quelques mois. Mon sang s'est glacé. Depuis quand? Elle a respiré difficilement. Depuis beaucoup plus longtemps. Et je crois que vous devez savoir pourquoi ils avaient tellement peur que vous regardiez dans les comptes. Je me suis assis au bord du lit. De l'autre côté de la chambre, Nolan aidait Manon à brancher son ordinateur. Il ne savait pas encore que le sol continuait de s'ouvrir sous nos pieds. D'accord, ai-je dit, je vous écoute. Claire ne m'a pas tout dit au téléphone. Elle m'a seulement donné rendez-vous dans un café discret, près du cours des 50 otages. Sa voix était trop fragile pour porter une vérité entière. Le lendemain, je suis arrivé avant elle. Je n'avais presque pas dormi. Les enfants étaient restés à l'hôtel. Nolan faisait semblant d'être fort. Manon faisait semblant de ne pas avoir peur. Et moi, je faisais semblant de savoir exactement où j'allais. Claire est entrée quelques minutes plus tard. Elle portait un manteau bleu sombre, ses traits étaient tirés. Mais son regard avait changé. La veille, elle était une femme blessée. Ce matin-là, elle ressemblait à quelqu'un qui avait décidé de survivre. Elle s'est assise en face de moi. J'ai fouillé aussi, a-t-elle dit sans détour. Elle a posé une petite clé de stockage sur la table. Gabriel gardait des copies de ses dossiers professionnels à la maison. Il pensait que je ne savais pas où regarder. Je n'ai pas touché la clé tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Claire a inspiré. Des messages, des factures, des virements, et surtout des échanges entre lui et Élodie. Elle a baissé les yeux vers sa tasse. Il parlait de toi comme d'un obstacle, pas comme d'un mari. J'ai senti ma gorge se serrer. Elle a continué. Il savait que tu avais une société familiale. Il savait que tu avais placé de l'argent pour les enfants. Élodie disait que tu étais trop loyal pour protéger correctement tes propres intérêts. Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais voulu. Trop loyal, trop confiant, trop facile à utiliser. Claire a poussé la clé vers moi. Il y a aussi une conversation où Gabriel dit qu'il veut quitter sa société avant que les associés découvrent certaines dépenses. Élodie lui répond qu'elle peut l'aider avec ton argent. Je suis resté silencieux. Il n'y avait plus seulement une liaison, il y avait un plan, maladroit, sale, mais réel. Pourquoi me donner ça? Ai-je demandé. Claire a souri tristement. Parce que je refuse de mourir en protégeant un homme qui m'a trahi. Je l'ai regardé. Le mot mourir est resté suspendu entre nous. Elle a compris ma question avant que je la pose.
J'ai un cancer, je suis suivi depuis plusieurs mois. Gabriel le savait. Il venait parfois avec moi au premier rendez-vous, puis il a commencé à être trop occupé. Sa voix n'a pas tremblé, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Pendant mes traitements, il retrouvait votre femme. J'ai fermé les yeux une seconde, je ne savais pas quoi dire. Aucune phrase n'était assez propre pour une chose aussi laide. Je suis désolé, Claire. Moi aussi. Elle a regardé par la fenêtre. Mais je ne veux pas que cette histoire se termine avec eux au centre. Ils ont déjà pris assez de place. Ce jour-là, nous avons parlé longtemps, pas comme deux victimes, comme deux personnes qui venaient de comprendre que la vérité peut détruire une vie, mais aussi en sauver une autre. Maître Garnier a utilisé les documents avec précision. Les retraits d'argent, les mensonges, les pressions sur Manon, les messages où Élodie parlait de mon héritage comme d'une réserve à prendre. Les associés de Gabriel ont été informés. Il a perdu son poste, puis ses clients, puis son image. Il avait passé des années à vendre de la confiance. Et il n'en avait plus une seule goutte à offrir. Élodie a essayé de retourner l'histoire. Elle a dit que j'étais froid, contrôlant, obsédé. Elle a dit que notre couple était mort depuis longtemps. Mais les preuves parlaient mieux qu'elle. Même ses parents, Mireille et Alain, ont refusé de la défendre. Ils m'ont appelé un soir. Mireille pleurait, Alain parlait d'une voix basse. Il voulait seulement savoir s'il pourrait continuer à voir Nolan et Manon. Je leur ai dit oui, les enfants n'avaient pas à perdre leurs grands-parents parce que leur mère avait choisi le mensonge. Le divorce a été prononcé après de longs mois. J'ai obtenu la résidence principale des enfants. Élodie a gardé des visites encadrées le temps qu'un suivi familial soit mis en place. Je n'ai pas célébré. Ce n'était pas une victoire joyeuse, c'était une porte fermée à clé, une porte nécessaire. Claire et moi avons continué à nous voir, d'abord pour parler, puis pour marcher, puis pour dîner. Elle riait rarement au début, mais quand elle riait, quelque chose revenait dans la pièce. Une lumière simple, une lumière vraie. Je n'ai pas cherché à remplacer Élodie. Claire n'a jamais cherché à remplacer ce qu'elle avait perdu. Nous avons seulement appris à nous asseoir côte à côte sans mentir. Les enfants l'ont connue doucement, sans pression. Nolan l'aimait parce qu'elle ne lui parlait pas comme à un petit garçon. Manon l'aimait parce qu'elle ne posait jamais de questions qu'elle n'était pas prête à entendre. Un soir, Claire est venue dîner dans notre nouvel appartement. Rien de grand, rien de luxueux, mais c'était calme. Manon avait préparé un gâteau trop sucré. Nolan avait mis la table comme si nous recevions une reine. Après le repas, Claire m'a aidé à ranger la cuisine. Elle a posé une assiette dans l'évier, puis elle a dit « Je ne sais pas combien de temps la vie va me donner. » Je l'ai regardée. « Alors on ne va pas perdre celui qu'on a. » Elle a souri. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu peur de l'avenir. Quelques mois plus tard, Élodie m'a envoyé un message. Elle disait qu'elle regrettait tout, qu'elle comprenait enfin, qu'elle voulait parler. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté, parce que certains silences mondains sont des frontières. Aujourd'hui, je ne raconte pas cette histoire pour dire que la vengeance guérit. Elle ne guérit pas. La vérité non plus, pas tout de suite. La vérité brûle d'abord. Elle arrache les illusions, elle vous oblige à regarder ce que vous refusiez de voir. Mais après le feu, il reste parfois un sol propre, un endroit où reconstruire. Mes enfants vont mieux, pas parfaitement, mais honnêtement. Claire continue son traitement. Il y a des jours difficiles, et il y a des jours magnifiques. Nous ne faisons plus de grandes promesses, nous faisons mieux. Nous sommes présents. Je repense souvent au soir où Élodie m'a demandé de présenter des excuses à Gabriel. Elle pensait m'humilier, elle pensait me faire rentrer dans le rang, mais sans le savoir, elle m'a donné la clé de ma liberté. J'ai cessé de m'excuser pour les fautes des autres, j'ai cessé de protéger ceux qui me blessaient, et j'ai commencé à choisir les gens qui choisissaient aussi la vérité. Si cette histoire vous a touché, merci d'être resté jusqu'au bout. Votre présence compte beaucoup pour notre équipe. Et si vous ne savez pas quoi ajouter, ou si les mots sont difficiles à trouver, cela nous ferait très plaisir de lire même un simple « merci » dans les commentaires.